Si je vous parle de résistants marocains qui en ont fait baver aux armées coloniales, vous ne penserez peut-être pas directement à Mohamed Zayani. C'est pourtant l'un des hommes qui, de par son intelligence, son courage hors du commun et sa cruauté envers ceux qui veulent le soumettre, a le plus marqué l'esprit des soldats français. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incarnation humaine de l'indépendance marocaine, mesdames et messieurs, Mohamed Zayani. Dans une nuit froide et pluvieuse de décembre, un enfant de la tribu marocaine des Zayen est né. Personne ne le sait encore, mais son prénom deviendra synonyme d'amertume et de mort pour la France. Fils du Qaïd de la région, soit l'équivalent de gouverneur, Mohamed Zayani est élevé à la dure pour un jour succéder à son père. Comme tout Marocain de l'époque, il apprend à monter à cheval, à tirer au fusil et à lire le Coran. Il apprend aussi à chasser le lièvre et à survivre des jours dans les épaisses forêts du Moyen Atlas marocain. Il accompagne également son père lors de tous ses déplacements chez les tribus rivales et belliqueuses. Il apprend donc très rapidement l'art de la diplomatie et l'impact des mots. À la mort de son père, il lui succède à la tête de la puissante confédération amazigh des tribus Zayen. C'est en 1886 qu'il est nommé Qaïd par le sultan du Maroc Hassan Ier, qui compte sur lui pour défendre ses intérêts dans la région. Mohamed Zayani prend rapidement ses marques et se fait un nom en affrontant et en soumettant les tribus rebelles à la couronne. Il était réputé pour son charisme, sa bravoure, sa droiture et son sens aiguisé au combat. Au début du XXe siècle, beaucoup de choses changent au Maroc. C'est en 1907 que Casablanca est bombardée par plusieurs navires de guerre français. La campagne de la pacification de la Chaouia a commencé. La France ainsi que l'Espagne envoient des milliers de soldats afin d'en finir avec les redoutables tribus rebelles de la Chaouia qui se situent dans l'actuelle région de Settat Casablanca. Apprenant la nouvelle, Mohamed Zayani révolté rassemble 500 cavaliers Zayen et chevauche vers Settat pour prêter main forte aux tribus de la Chaouia qui luttent contre l'avancée française. Il participe au premier combat face à l'envahisseur. Lorsque les troupes françaises finissent par entrer 5 ans plus tard dans Fès, la capitale du Maroc imposant ainsi le début du protectorat, lui et ses hommes ainsi que beaucoup de résistants chaouis quittent la Chaouia, région trop difficile à défendre car composée essentiellement de plaines, et se dirigent tous vers la région de Khenifra dans les montagnes du Moyen Atlas, terre natale de Mohamed Zayani. À son retour, il annonce aux habitants que les forces coloniales arrivent et qu'il faut se préparer à les affronter, quitte à en mourir. En tant que principal chef de la résistance, il devient l'ennemi numéro 1 de la France. Les Français savent que s'ils veulent contrôler les montagnes du centre du Maroc, Mohamed Zayani doit se soumettre ou alors périr. Se soumettre? C'est très mal connaître Mohamed Zayani. Malgré la prise de son bastion de Khenifra en juin 1914 après de durs combats, Mohamed ne s'avoue pas vaincu et se retire plus profondément dans les montagnes de l'Atlas où il débute une guérilla intense. Semblable à des fantômes, les Marocains attaquent les forces françaises quand elles s'y attendent le moins, sur les routes, dans les villes, dans les postes de contrôle. Nul Français n'est à l'abri d'une balle Zayen. Les Français deviennent complètement paranoïaques. En novembre 1914, l'espoir renaît chez les troupes françaises qui apprennent de sources sûres la position du camp de Mohamed Zayani. Le colonel Laverdure envoie expressément une colonne de soldats français attaquer par surprise le campement dans les collines de Khenifra. Une des femmes de Mohamed Zayani est tuée, une autre capturée et le campement est pillé. Mohamed et quelques-uns de ses combattants réussissent à échapper de justesse à ce carnage. La colonne française finit par repartir vers Khenifra avec le butin. Fou de rage, Mohamed Zayani contre-attaque. Il tend une embuscade à la colonne française près du village de l'Hri. Nous sommes le 13 novembre 1914 et la bataille de l'Hri a commencé. Les 1300 hommes de la colonne française font alors face aux tribus marocaines des Zayen, commandées par Mohamed. Bloquant toutes les routes, rendant impossible le repli des troupes françaises, les Marocains massacrent 613 soldats français dont 33 officiers au gradé, 200 Français, 218 spahis algériens et tunisiens, 162 Sénégalais. Le grand et talentueux colonel René-Philippe Laverdure qui a gravi les échelons de l'armée française et qui a survécu à la terrible conquête du Tonkin en Indochine et à la conquête d'une grande partie de l'Afrique occidentale, mourra également dans la bataille, son corps gisant dans une mare de sang au beau milieu des terribles montagnes de l'Atlas. Le général Lyoté écrira plus tard que si Laverdure n'avait pas été tué dans l'opération, il aurait dû être traduit en cour martiale pour cet échec d'une gravité sans nom. Cette bataille entra dans l'histoire comme étant le plus grand désastre connu par l'armée française durant toute sa campagne coloniale en Afrique. Stupéfait, le gouvernement français ne comprend pas comment ces gens avec leurs barbes mal taillées, leurs djellabas et leurs crânes rasés peuvent vaincre une armée moderne, suréquipée et qui a déjà soumis quasi toute l'Afrique et une partie de l'Asie.
Le Maroc était un véritable cauchemar. Mais ce succès ne signifie pas la fin de la guerre. Les forces coloniales sont supérieures en nombre et en moyens, et elles reçoivent rapidement des renforts fraîchement arrivés de la métropole. Mohaou Hamou et ses combattants sont forcés de vivre dans les montagnes où les hivers sont rudes car les routes et les plaines sont contrôlées par les Français. Ne supportant pas ces conditions de vie terribles, de nombreux Zaïanes se rendent. Parmi eux, ses propres fils. Très dur psychologiquement pour Hamou, mais lui demeure insensible aux appels à la soumission. Fier, il refuse que l'on dise de lui qu'il a baissé les armes face à l'envahisseur. Il préfère mourir comme un Marocain. Libre. Comme le rapporte le capitaine français Jean Vial dans son livre Le Maroc héroïque, Mohaou Hamou Zéani, lui, ne désarme point, entendant lutter jusqu'à l'usure des sabres. Il songe orgueilleusement à la mort sans honte qui, mettant un terme à ses jours douloureux, le fera entrer dans la légende. Après des années de résistance, l'étau se resserre autour de lui. Le 27 mars 1921, Mohaou Hamou est pris au piège par un bataillon français près de Taoujelt. Refusant de se rendre, l'allure fière sur son cheval Barbe Noire, il charge seul les soldats qui pointent leurs fusils sur lui et tire. Ainsi le grand Mohaou Hamou perdit la vie sur le champ de bataille, en compagnie de sa fille bien-aimée qui avait suivi son père dans tous ses combats. Mais il n'est pas mort en vain. De nombreux Marocains raconteront ses exploits incitant nombre de tribus à prendre les armes. Le lion Zaïane deviendra une légende et après l'indépendance du Maroc, un héros national. Une de ses descendantes deviendra l'épouse du roi Hassan II et par conséquent la mère du roi actuel, Mohamed VI. Le martyr Mohaou Hamou Zéani restera à jamais le symbole de la légendaire indépendance marocaine. Aucun Français ne l'a vu vivant et lui n'a vu des Français que des cadavres.